Monsieur Massé-Zounon, aujourd'hui, vous n'êtes plus à présenter dans l'arène culturelle béninoise, voire internationale. On le sait, mais ce qu'on ignore, c'est comment vous avez pu atteindre ce niveau. Et pour le savoir, on va rembobiner le disque de votre vie à 50 ans en arrière pour vous demander dans quel contexte vous avez été inscrit à l'école, vu que les parents n'étaient pas des plus aisés de l'époque. Oui, mais je dirais tout simplement que là, je dois faire un vibrant hommage à ma mère parce que je suis issu d'une haute famille polygamique où j'occupe la place du 35e enfant de mon père. Waouh. Impressionnant. Et là-dessus, vous comprenez que nous ne pouvons que magnifier la femme parce que ma mère, elle n'est qu'une ménagère. C'est vrai, mon père était un commis de l'administration coloniale. Il avait participé à la balkanisation de l'Afrique, surtout le traçage de notre pays. Et là, il est resté dans l'administration française. Et aux indépendances, il est resté un peu dans l'administration dahoméenne avant d'aller à la retraite. Donc lui, il avait la vie de facilité. Il avait un peu les moyens de ses problèmes. Mais les femmes avec qui il a fait des enfants, c'est à elles que revient l'éducation de leurs enfants. Donc vous comprenez que nos mamans analphabètes ont beaucoup souffert pour que les enfants puissent réussir. Et si je dois parler de ma vie, je ne sais sous quel angle je vais le prendre parce que pour moi, c'était nécessaire pour qu'un homme traverse toutes ces péripéties et pour se faire une idée de sa vie. Parce que je me rappelle, en 1984, quand j'étais reçu au bac, celle qui est ma femme aujourd'hui, je l'ai connue. Et on était tous des élèves. Et elle avait échoué au bac. Et moi, j'étais venu là. Et c'était difficile. C'était difficile parce que on s'engouffrait dans les bus. C'était je crois, il y avait 2 promotions qui avaient eu le bac cette année-là. Je ne sais plus exactement comment ça s'est passé. Donc, on n'avait pas de bus. Et les amphis on n'avait pas beaucoup d'amphis que les anciens qui sont de l'autre côté de l'université, du côté du bâtiment central. Et je me rappelais qu'on s'asseyait sur des briques. Pourquoi je suis allé de l'enseignement, enfin, de mes études universitaires en gestion à la culture? C'est parce que, la culture, pour moi, était indispensable. Et j'avais profité, sinon bénéficié des atouts d'un programme à l'époque qu'on appelait le programme de l'école nouvelle, où nous avions droit aux cours académiques le matin et l'après-midi, tous les élèves, de manière systématique et obligatoire, devraient choisir entre les activités sportives ou récréatives et même des activités culturelles et même des transformations des produits agricoles. Exactement. Donc, de ce point de vue, moi, au départ, j'étais entré dans la session... Donc, d'abord, au collège, j'étais dans la session danse, oui, où j'étais l'un des meilleurs danseurs au lycée Benzin. Ensuite, je suis rentré dans la session théâtre. La session théâtre et la session danse, c'est juste une passerelle. Elles sont ensemble là. Et après, je me rappelle avoir fait aussi un peu la session Gary. Où je session Gary. Gary. Où on produisait du Gary, c'est ça? Voilà, on produisait du Gary. Parce que les amis qui sont venus du côté de Savalou, au lycée Benzin, et on avait un verger où on cultivait également le manioc. Donc ce manioc se transformait, on transformait le manioc en Gary, en Gary Sokwi, en Gary de première qualité. Du vrai Gary. Du vrai. Et ça nous a beaucoup inspiré. C'est pour ça, quand on est venu à l'université des années après, on a institué ce qu'on pourrait appeler, quand on était en résidence universitaire, l'association des délayeurs nocturnes. Oh là là. Donc avec des amis. Très belle dénomination. Hein. Quand on revenait du maquis,
on allait délayer du gari. Quand j'étais au lycée Béhanzin, j'avais participé, n'est-ce pas, à la mise en place dans le cadre de la coopérative scolaire, au groupe de danse et de théâtre du lycée. Et je me rappelais qu'on avait une œuvre littéraire au programme, le cercle des tropiques d'Alioune Fantouré. Exactement. Que nous avons mise en scène. Et moi, j'avais joué le rôle de Alouma dans cette pièce-là, qui était quand même un rôle important. Et nous l'avons joué à Porto Novo, à la maison de culture de Porto Novo qui est là. Et puis, on est venu jouer ça également à Cotonou, qu'on appelle Cotonou 5, là où ils ont mis aujourd'hui le truc de cinématographie de Bolloré, là. Oui, le groupe Bolloré. Voilà, on venait jouer là et c'était intéressant. Aussi, au niveau du département de l'Ouémé, moi j'étais toujours porté à être responsable de classe, responsable de coopérative. Donc, du coup, on allait donner des spectacles à Koubert, à Kétou, à Ifanyi. En tout cas, toutes les communes étaient revisitées par le groupe du lycée Béhanzin, qui était un puissant groupe. Et cela nous enrichissait beaucoup. Et nous étions également aussi un peu vers le sport, mais pas en pratiquant le sport, mais en soutenant l'équipe de football Gazapa, où nous avons notre groupe qui jouait à plein temps pour soutenir l'équipe de football et de handball du lycée. Exactement. Et ce qui m'a aussi, ce dont je me rappelle un peu, c'était une colonie de vacances qu'ils avaient organisée pour les meilleurs élèves de l'époque, où j'ai eu la chance d'être sélectionné parmi une quarantaine d'élèves, où ils nous ont amenés jusqu'au lycée Mathieu Bouquet à Parakou. Pour la première fois, j'ai découvert le Septentrion. Donc, nous avions fait des activités récréatives. On a organisé une danse où, pour la première fois, j'avais exécuté la danse de feu, où je portais un canari enflammé. Et il y avait un mouvement qui faisait que j'étais très célèbre à l'époque, parce que mon nom d'artiste est Nyanzo. Nyanzo, oui. Nyanzo. On va y revenir tout à l'heure sur cette dénomination, sur ce surnom-là. Il n'y a pas de souci. Donc, c'était le feu. Je disais Kakli Nyanzo et le public répondait Nyanzo, Kakli Nyanzo, Nyanzo. Donc, je prenais le feu et je faisais la danse de manière spectaculaire. Donc, à l'époque, la télévision nationale était venue et ça a été un succès. C'était la première fois où je suis apparu à la télévision nationale. Donc, c'était heureux que vraiment cet enfant-là, dont le papa est décédé en 1980, puisse déjà connaître cette gloire au niveau scolaire. Exactement, vous avez connu cette gloire, mais cette gloire a été précédée de quelques échecs, et notamment parmi les échecs, c'était votre échec au bac. Vous avez passé le bac 2 fois, je crois bien. Mais j'ai passé le bac 3 fois, les enfants. Ah, 3 fois. Après tout, les grands hommes ont aussi connu des échecs. Hein. Ah non, mais c'est que ça qui vous forme. Parce que lorsque vous échouez et vous abandonnez, vous perdez. Et si je vous raconte, moi, mes échecs, vous allez être ahuri. Pourquoi? Parce que j'ai fait les 2 années de terminale C au lycée Béhanzin. Je n'étais pas reçu. Et c'est mon cousin, Michel Zounon, paix à son âme, qui m'a inscrit au collège Sainte-Rita, où je devais reprendre une 3e fois au bac. Et là, je l'ai passé avec brio, parce qu'en temps, au collège Sainte-Rita, il y avait une structure qu'on appelait lecture publique, où tous les programmes de livres, tous les livres au programme sont revisités dans ce petit cercle, ce qui nous a permis également de comprendre un peu la philosophie derrière tout ce qui était écrit par les écrivains de l'époque. Et puis, une fois réussi au bac, je me suis inscrit après à l'université ici, en CBG, parce que je veux parler
des échecs constructifs, des échecs qui vous permettent de vous aguerrir et de travailler tout simplement pour aller de l'avant. Oui. Et quand je suis reçu au bac, j'ai été inscrit en chimie, biologie, géologie, parce que je me disais, j'avais fortement envie de faire la médecine. Heureusement que ma fille aînée a pris le pas. Donc, mon papa est décédé en 80, j'ai eu le bac en 84. Donc, ma maman est ménagère. Heureusement que elle avait su quand même faire tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse également faire partie des étudiants de l'époque, oui. Parce que ce n'est pas facile. Donc, en CBG, j'ai passé les 2 premières années sans succès. Et vous ne pouvez pas, après avoir fait 3 ans au bac, j'ai passé 2 ans en CBG, je suis parti. Et je suis parti en sciences éco et en sciences économiques. Celle qui est dans ma chambre aujourd'hui est reçue au bac. Elle m'a rejoint. Votre épouse, vous allez... Mon épouse, celle qui est là, elle m'a rejoint. Et quand elle m'a rejoint, on a fait les sciences éco ensemble. Et j'échouais encore en première année. Elle passait en deuxième année. C'était pas une honte ou une déception pour vous? Ah non, mais c'était pas... Moi, j'étais très aguerri dans ma tête parce que je me dis, quel que soit ce qui arrivera, je dois arriver aussi. Parce qu'il n'est pas question que j'ai une maman avec moi, mon épouse, je veux dire, et qu'elle ait un grand diplôme et que moi, je n'ai pas, je n'ai pas le même diplôme ou bien avoir plus de diplômes qu'elle. Oui. Donc, du coup, j'ai repris la première année de sciences économiques et là, j'ai passé normalement. Et en deuxième année de sciences économiques, j'ai encore doublé. Et voilà. Et en deuxième année de sciences économiques, non mais déjà en première année, j'ai gardé un jeune en première, en terminale, et en terminale, il m'a rejoint en première année. Oh là là. Mon élève m'a rejoint en première année. Et là, c'était difficile. C'était difficile parce que quand je vais m'asseoir totalement derrière, et il vient et dit bonjour maître. Vous voyez, c'était très difficile. Et cette année-là, c'était une grande dame, encore parlant des mamans, qui était la directrice académique. Elle fut présidente de la Cour constitutionnelle. Oui, Mouensou, voilà, paix à son âme. Elle n'est plus aujourd'hui. Et elle nous a demandé de recueillir, parce que cette année-là, il devait y avoir une année blanche, quelque chose comme ça. Elle nous a dit de recueillir 500 signatures pour qu'on puisse nous donner une dérogation spéciale. Et moi, j'ai bénéficié de cette dérogation, ce qui m'a permis de reprendre la deuxième année, Sciences Éco, c'est-à-dire que ça me fait plus de 7 ou 8 ans depuis que j'ai mis pied en terminale. Mais j'avoue que tous les amis avec qui je suis resté, qui ont fait 4 ans et qui sont sortis de l'université, aujourd'hui, je ne sais pas si beaucoup d'entre eux ont atteint peut-être le niveau auquel nous sommes. Exactement. Je ne sais pas, mais toujours est-il que, quoi qu'on dise, nous avons aussi pu, tout doucement, avec nos difficultés, mais il faut être d'abord très fort dans le mental, nous avons pu quand même franchir les difficultés. Oui. Et j'ai fait la licence. À la licence, je n'ai plus échoué. À la maîtrise, je venais au cours quelques fois parce que là, j'étais déjà porté vers la vie active, oui, où il faut se battre. Parce que derrière, maman me talonnait. Je veux avoir un petit-fils. Et la maman aussi ne voulait pas trop, mais la pression était là et c'était sérieux. Mais finalement, il faut aller travailler. Mais moi, j'aimais ma culture, j'étais là-dedans. Et aujourd'hui, je continue de vivre de ça. Exactement. Aujourd'hui, vous continuez de vivre de votre culture et vous êtes un porte-flambeau pour ce qui concerne la culture béninoise à l'international. On va revenir un peu en arrière. Vous avez dit tantôt que vous avez perdu votre père en 1980. Est-ce que cette perte-là de votre repère masculin direct n'aurait pas entaché votre ardeur aux études? Non, pas du tout. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis issu d'une forte famille polygamique. Et papa, oui, il nous aidait comme il pouvait, mais pas autant que maman. C'est maman qui prenait la lourde responsabilité de notre éducation. Nos papas, excusez-moi, à l'époque, eux, ils étaient bons pères,
mais c'est les mamans qui s'occupent de leurs enfants. C'est ce que moi, je n'ai pas voulu faire parce que j'ai vu comment maman a souffert. Elle a vraiment souffert. Elle a vendu tout pour que ses enfants réussissent. Heureusement qu'elle a eu 1 ou 2 dedans. Et tant mieux pour elle. Vous avez pu décrocher votre baccalauréat et vous vous êtes inscrit à l'université d'Abomey-Calavi. Vous vous êtes inscrit en CBG, puis en sciences de gestion et économie. Et qu'est-ce qui a motivé votre inscription en sciences éco? J'avoue que mon problème, c'est de prendre aussi des diplômes. Je serais allé peut-être en histoire de l'art ou en sociologie, que j'aurais peut-être plus percé. Parce que j'étais très bien en mathématiques et en physique. Et j'avais envie d'être médecin. Et là, pour être médecin, si tu n'es pas enfant de riche ou enfant d'un cadre, etc., on ne t'envoie pas en médecine. À l'époque, ce n'est pas aujourd'hui où les règles sont claires. À l'époque, c'était sérieux. Donc, vous pouvez ne pas être le meilleur de votre classe. Et si vous avez un parrain, on vous inscrit. Terminé. Mais aujourd'hui, c'est qu'il faut être un bon. Il faut travailler. Il faut faire partie des meilleurs pour avoir la facilité de vous inscrire dans les domaines où vous voulez. Et si ce n'est pas le cas, il faut que vos parents aient les moyens financiers, matériels, etc., de pouvoir vous accompagner. Mais sinon, si vous versez dans le populisme, pour ceux dont les parents ne sont pas riches, ceux dont les parents n'ont pas les moyens, etc., n'ont pas l'influence qu'il faut, bon, ils doivent faire le b.a.-ba. Nous avons fait la faculté sac au dos. Et c'est pour ça que je suis heureux de m'adresser à vous pour vous dire que même cette école-là à laquelle vous êtes, l'école de la fac, c'est l'école qui vous forme le plus que vos camarades qui sont dans les instituts, qui sont soumis au système de devoirs, au système de contrôle, etc. Et puis, c'est terminé. Parce que nous, en notre temps, sur 500, 800, 1000 étudiants d'un amphi, à la fin, on ne prend que 150 ou parfois même moins. Et c'est là-dedans que nous sommes passés sans vraiment aucun soutien. Et puis, nos camarades qui étaient plus, peut-être, dynamiques, qui savaient faire les couloirs, eux, ils passaient. Parce qu'ils connaissaient peut-être X ou Y enseignants. Mais les autres, vous et moi, il faut travailler. Et quand vous travaillez, demain, vous avez toujours le succès derrière. Le succès se pointe toujours à l'horizon lorsque vous travaillez. Lorsque vous travaillez et vous engagez à avancer.